Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend du moment où vous nous regardez à l'heure actuelle. Merci d'être au rendez-vous du grand débat. Le thème dont nous allons débattre aujourd'hui, c'est la cherté du maïs et du soja, les conséquences économiques. Deux personnes ressources sur ce plateau. Vous avez monsieur Barthélémy Senou, il est économiste, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Monsieur Constant Kenoukou, lui, il est consommateur, mais il est ici en tant que président ou secrétaire général de l'interprofession des aviculteurs du Bénin. Vous comprenez donc, il est dans l'aviculture, l'élevage des volailles. Chers invités, recevez toutes nos salutations. Bonjour, chers amis. C'est tout un plaisir pour nous d'être sur le plateau pour débattre d'une question aussi importante. Voilà, c'est un plaisir partagé. Bonjour à mon cher ami Constant. Je crois que c'est bien ça. Merci beaucoup. Tout le plaisir d'être sur le plateau avec vous. C'est un plaisir partagé. Alors, première question pour vous, monsieur Barthélémy Senou, en tant qu'économiste. Quelles sont les conséquences qui peuvent découler de cette cherté du prix du maïs et du soja? Merci beaucoup, cher ami Claude. Le maïs et le soja, vous le savez bien, mon ami Constant ne dira pas le contraire. Tout à fait. Le maïs et le soja sont quand même deux produits agricoles de très grande importance qui entrent dans la fabrication d'un certain nombre de produits, aussi bien consommés par les ménages que par d'autres producteurs, notamment les aviculteurs que mon cher ami représente. Et il va de soi que ce produit qui apparaît pour les uns comme un bien de consommation finale, pour les autres comme un bien de consommation intermédiaire, c'est-à-dire un intrant, lorsque son prix augmente, la conséquence immédiate qu'on pourrait observer, c'est que pour les consommateurs de biens finals, et les consommateurs de soja et de dérivés, tout à fait. Et il y aura nécessairement une hausse des prix des biens qu'ils consomment, et ce sera le cas aussi au niveau donc des intrants, des prix des intrants des aviculteurs, et donc avec des lourdes conséquences sur l'exercice de leur activité de production. Merci beaucoup, monsieur Barthélémy Senou. Alors, je tourne vers monsieur Constant Kenoukou. Alors, selon vous, vous qui êtes en contact avec les producteurs, vous qui échangez chaque fois avec eux, vous qui achetez du maïs et du soja auprès d'eux, est-ce qu'il y a des conséquences économiques liées à ce paramètre-là? Merci, cher journaliste. Merci, monsieur Barthélémy Senou. Tout à fait. Voilà. Je suis vraiment heureux d'être dans un débat comme celui-ci pour vous dire l'importance que ça représente le maïs et le soja dans la production de la volaille. Je voudrais dire les œufs, mais également les poulets. Monsieur Barthélémy parlait des actions intermédiaires, des produits, des effets. Lui, c'est un raisonnement purement économique. Oui. Il a parlé consommation intermédiaire, et là, il fait allusion à nous en tant que producteurs, oui. Mais il parle également des consommateurs finaux. Tout à fait. En ce moment, c'est les consommateurs directs des ménages, il voudrait dire. Ce que moi, je voudrais d'abord dire, le maïs, ça fait partie de l'alimentation de base des Béninois. Quand je prends la pâte, elle est mangée depuis le sud ici jusqu'au nord. Donc, c'est un produit qui entre dangereusement en compétition avec la consommation humaine. Mais quand on prend la production de la volaille, le maïs à lui seul représente plus de 50% des matières premières que nous incorporons dans la fabrication de l'aliment de la volaille. Autrement dit, si je dois servir 100 kg
d'aliments volaille, le maïs à lui seul va représenter 50% de cet aliment. Vous imaginez quelle quantité ça va nécessiter. Quand je prends une petite ferme de production de 1000, il va consommer de 1000 poulets volailles, voilà, il va consommer 115 kilos par jour. par jour. Oui, 115 kilos, le maïs à lui seul représente 50%. Donc ça tourne autour de 55-60%. Voilà. Donc c'est un peu l'importance de cette matière première en matière de production de volaille et de frais de table. Quand je prends le soja, c'est la source de protéines végétales la plus consommée par rapport aux matières protéiniques qui devront rentrer dans la fabrication de la provende. Donc c'est pour vous dire que les deux matières, notamment le maïs et le soja, sont des matières fondamentales qui entrent à plus de 65-70% dans la fabrication de l'aliment pour volaille. Donc, quand on parle de cherté de ces deux matières, vous comprenez avec moi que ça va impacter dangereusement le coût de revient de la provende, c'est-à-dire pour volaille. Voilà. Et par ricochet, vous êtes d'accord avec moi que ça va nécessiter une certaine répercussion sur le produit final que constituent les œufs, mais également la volaille. Donc, si on vous suit très bien, on constate aisément que plus ces deux produits prennent de la valeur en termes de coût, plus aussi les produits que vous avez, c'est-à-dire les œufs et les poulets aussi vont connaître une augmentation. Une augmentation à hauteur de 65 et 70%, étant entendu que ces deux matières entrent à hauteur de 65 et 70% du coût, pas du coût, de la fabrication même de l'aliment. De l'aliment. Oui. Mais vous faites allusion aux protéines tout à l'heure qu'on retrouve spécifiquement dans le soja. Mais c'est une petite parenthèse que je souhaiterais ouvrir, on va la fermer rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas ces protéines-là au niveau du haricot? Oui, mais quand je prends toutes les variétés d'haricots qui se produisent chez nous, on ne peut pas trouver en quantité suffisante pour couvrir d'abord les besoins exprimés par les ménages jusqu'à ce qu'on pourrait les utiliser pour la production de la volaille. Merci Donc, beaucoup. la protéine la plus indiquée, c'est le soja. C'est le soja. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Constant Kenoukon. Je tourne vers vous, Monsieur Barthélemy Sernon. La question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'est-ce qui pourrait justifier cette cherté-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, comme l'a dit monsieur Constant tout à l'heure, c'est deux produits qui entrent énormément dans la production de la volaille et de toutes ces dérivés. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, quand on observe effectivement l'évolution du prix de ces produits sur le marché, selon les statistiques disponibles, le niveau que ces prix ont atteint aujourd'hui, c'est un record qu'on n'a jamais pratiquement pu atteindre depuis, je crois, les années 2013 et environ. Alors, quelles peuvent être les causes? D'abord, lorsque le prix d'un produit augmente comme ça sur le marché, surtout les produits vivriers, les produits agricoles comme ça, il faut se tourner immédiatement d'abord vers le côté de la demande. Et nous sommes dans une économie entièrement mondialisée aujourd'hui, avec toutes les conséquences que nous impose le libre-échange des produits sur le marché. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Chine est l'un des pays au monde qui réalise quand même de la production
animale à une très grande échelle. Et aujourd'hui, les statistiques disponibles montrent que la demande de soja et de maïs a connu un accroissement énorme sur le marché mondial du fait des achats massifs que la Chine fait depuis quelques années, et simplement parce que le cheptel de la Chine a été en fait décimé pratiquement suite à ce qu'il convenait d'appeler la fièvre africaine, qui a décimé énormément le cheptel chinois. Okay. La Chine se retrouve aujourd'hui dans un contexte où elle doit reconstituer son cheptel. Okay. La Chine, pour pouvoir atteindre cet objectif, a besoin d'utiliser énormément ces produits dont Monsieur Constant venait de parler, oui, pour produire donc des aliments pour son cheptel. Et il va de soi qu'on puisse assister à une augmentation massive de la demande sur le marché. Mais malheureusement, lorsque la demande augmente considérablement et que l'offre sur le marché ne suit pas, ça pose un problème. Et on se retrouve là, en fait, dans une situation où nous faisons face à un accroissement énorme de la demande. J'ai donné simplement le cas de la Chine. Oui. Nous sommes face à un accroissement de la demande, mais malheureusement, l'offre a reçu un certain nombre de contingences. Parce que si vous prenez par exemple les pays de l'Amérique du Sud, notamment le Brésil, l'Argentine, oui, les statistiques ont montré que la production de ces céréales a reçu un coût énorme dans ces pays-là. Et au-delà de ces pays, vous avez par exemple la Russie qui a depuis un certain nombre d'années commencé par appliquer une taxe à l'exportation sur les produits, notamment le soja, parce que voyant venir une forme de pénurie de ce produit sur le marché, la Russie a dû mettre en place un système pour empêcher que son produit se retrouve plus facilement sur le marché international. Alors je donne cet exemple-là simplement pour faire toucher du doigt le fait que la flambée de prix que l'on connaît sur ces différents produits aujourd'hui est naturellement associé à ce déséquilibre énorme entre l'offre qui n'a pas suivi correctement et la demande sur le marché mondial qui s'est considérablement accrue. La Chine, je ne vous apprends rien, la Chine achète aujourd'hui ces différents produits-là sur les marchés africains en très grande quantité. Et donc, vous voyez, quand la production des pays africains, par exemple, notamment le Bénin, se trouve être attirée considérablement vers la Chine, parce qu'il n'y a pas de mesures en place pour réglementer un peu l'exportation de ces différents produits, il va de soi qu'on assiste donc à une rareté du produit sur nos marchés et par conséquent une flambée du prix de ces biens-là. Merci beaucoup, M. Barthélémy Sernou. Vous avez évoqué tout à l'heure des contingences au niveau international. Et M. Constant Kenoukou, vous qui êtes au contact des producteurs, est-ce que vous pouvez décliner un peu rapidement ce qui pourrait être à la base de cette augmentation, de ce renchérissement du prix du soja et du maïs? Merci. Le tout premier facteur que je voudrais citer en termes de raison, en termes de cause, qui pourrait expliquer cette flambée des prix sur le marché concernant ces deux matières premières, c'est que la saison n'a pas été très bonne. Ça signifie quoi dans la pratique concrètement? Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre de cette phrase-là?
de la pluviométrie qui n'a pas été bonne. Ok. Et ça, ce que je dis, ça vient directement du ministre même de l'Agriculture, parce que nous, en tant qu'acteurs, on avait eu une séance avec lui. Et le ministre Gaston Dossoui. Exactement. Donc, il nous avait expliqué que la saison n'a pas été très bonne à cause de la mauvaise pluviométrie. C'est ça. Ça, c'est la toute première raison qui explique cette pénurie, je pourrais m'exprimer comme ça. Donc, les rendements n'ont pas été à la hauteur des attentes de ces producteurs de ces deux matières premières. D'accord. Mais, ce que nous, on a constaté sur le terrain, et ça, on l'a dit aussi au ministre, c'est un peu comme l'explication de M. Barthélémy tout à l'heure. Il y a une grande flambée des exportations, notamment du soja, en direction de la Chine. C'est ça. Sur le tronçon Paou, il y a une grande maison où ça se collecte du matin au soir. Et c'est en des grandes quantités. Sur un autre site à Akpakwa, c'est le même phénomène qu'on constate. Ça, c'est par rapport au soja. Au soja, seul. Seul. Donc, si on fait un peu les statistiques, quand bien même les rendements n'ont pas été bons à cause de la mauvaise pluviométrie, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a la quantité suffisante pour couvrir les besoins des populations, mais également des besoins que des acteurs en matière de production de volailles pourront exprimer. C'est ça. Parce que quand on regarde les besoins que nous, on exprime par rapport aux quantités disponibles, c'est-à-dire produites, ça ne fait même pas 20%. De la consommation totale, de la production totale. Ce qu'il faut pour une filière avicole épanouie et développée, nous, on a besoin à peine de 20% de la production locale du soja. Donc, comme M. Barthélémy l'avait dit, si il y avait un bon dispositif de régulation de ces sorties massives du soja, on ne va pas être à cette situation-là. Exportation, c'est oui, mais permettons une certaine couverture des besoins exprimés au plan local avant de penser exporter le reste. Mais c'est pas à ça qu'on a assisté. Quand je prends le maïs, c'est le même phénomène. Ce n'est pas une exportation, cette fois-ci vers la Chine, mais c'est les pays de l'Interland qui débarquent. Je veux citer les pays comme le Burkina, le Niger et le grand voisin à côté de l'Est, le Nigeria. Ils vont rentrer dans nos contrées de grande production du maïs avec des titans. Et ça charge à gogo de jour comme de nuit. Donc, le moment même où on faisait les récoltes de ces deux matières premières, où les deux matières devront être à leur coût de revient le plus bas, malheureusement, en ce moment-là, on a noté une flambée extraordinaire. Mais Monsieur Constant Kenoukou, quand on suit très bien votre développement, il y a une question qui vient rapidement à l'esprit, mais l'année dernière, on a assisté aussi à la fermeture des frontières. On pourrait imaginer que notre grand voisin n'a pas consommé trop notre maïs ou notre soja, non? Non, ce n'est pas une question de fermeture des frontières. C'est de la contrebande, ce que je dis. Ah, ok. C'est tout. Ce n'est pas des titans, des camions qui viennent charger et qui ne prennent pas les voies officielles pour débarquer le produit. Non. Donc, ce n'est pas la contrebande que, notamment le maïs, débarque dans le pays comme le Nigeria, le Niger, mais aussi le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a une taxe que l'État a instaurée sur ces exportations frauduleuses? Ça, je le précise parce que ça échappe au contrôle de l'État. Et ça fait partie des points sur lesquels on a attiré l'attention du ministère pour que quelque chose soit fait, afin qu'on puisse réduire le phénomène. Je suis d'accord qu'après
la rencontre avec le ministre et puis aussi après une séance que nous avions tenue avec ses services techniques, le phénomène a ralenti un tout petit peu. Mais ce n'est pas encore ce que nous on veut. Je reste avec vous. Il y a une question. Oui. Puisque M. Barthélémy nous parlait de la notion d'offre tout à l'heure, et de demande, justement, je voudrais savoir, vous, au niveau des aviculteurs, vous avez parlé de 20% de la production du soja et autres, là. Est-ce que les téléspectateurs, à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent savoir le volume que vous consommez, par exemple par mois ou bien de façon annuelle? Bien. Si je me prends en tant qu'individu, en tant qu'aviculteur, tout à fait, ma consommation annuelle tourne autour de 200 tonnes de maïs par an. Bon, annuel, j'ai déjà dit. 200 tonnes. Et pour le soja, 100 tonnes. Mais quand je considère toute la filière avicole, et je parle de l'aviculture moderne, il faut différencier l'aviculture moderne de l'aviculture traditionnelle. Oui, quelques clarifications sémantiques. Traditionnelle, c'est quoi? Qu'est-ce que vous y mettez? Traditionnelle, c'est ce qu'ils appellent couramment le poulet... Bicyclette. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Nous, on est dans de l'aviculture moderne. Donc, c'est une profession. Donc, quand je prends la filière avicole moderne, ça va utiliser en moyenne 40 000 tonnes de maïs par an. Et pour le soja, on tournera autour de 15 à 18 000 tonnes par an. Quand on prend le ratio de cette quantité de soja par rapport à la production, ça représente à peine 15%. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, si on pourrait faire une régulation pour nous garantir 20% de la production locale, on est à l'abri. On pouvait produire des œufs, mais des poulets en quantité suffisante pour nourrir les populations. Et quel est le prix au kilogramme aujourd'hui, s'il vous plaît? En temps normal, pendant la récolte du maïs et également du soja, le maïs va tourner, son prix va tourner autour de 130, 135 francs, limite. Et le soja, 150, 175 francs, limite. Mais aujourd'hui, le maïs est à 200 francs le kilo. Et ça, c'est quand on le prend en prix de grossiste. Ce que je dis, quand vous allez sur le marché, ça va dépasser les prix là que je dis. Parce que pour acheter, nous, on ne va pas prendre un sac, 2 sacs. C'est des tonnes de maïs qu'on va prendre. C'est ça. Le soja, qui doit tourner autour de 175, limite 200 francs le kilo, aujourd'hui, on l'a à 300, 325 francs le kilo. C'est ça un peu le contraste. Et les conséquences fâcheuses de cette augmentation, ça je l'avais omis de le dire, c'est une toute première fois que le gouvernement béninois a subventionné des poussins, donc pour accompagner les acteurs de la filière avicole. Je puis vous dire que à la fin de l'année 2020, l'année dernière, et courant ce premier trimestre de l'année 2021, il y a environ 200 000 têtes de poussins qui ont été débarquées. Et il faut nourrir toutes ces têtes de poussins. Donc la consommation n'est pas une mince affaire en matière de maïs et de soja. Pour que l'impact attendu par un geste aussi louable pour aider les acteurs à produire des œufs à gogo, mais aussi des poulets de bonne qualité pour nourrir les populations, puisse véritablement suivre, il faut obligatoirement garantir aux acteurs de la filière le minimum de quantité qu'il faut en termes de maïs
mais également en termes de soja. Pour... Ne pas le faire, c'est compromettre dangereusement l'action de subvention de poussins, mais qui avait été débarquée. Pour rappel aux téléspectateurs, je crois que le gouvernement avait importé d'un pays étranger des poussins pour venir en renfort aux agriculteurs. C'est les acteurs même. Okay. Mais le gouvernement a soutenu l'action en subventionnant en partie le coût. Si je dois donner un exemple, le poussin nous revenait autour de 1100 francs. Si c'est un poussin qui doit venir d'Europe. Le gouvernement a subventionné à hauteur, j'ai oublié le pourcentage de la subvention, c'est pas grave. Mais en fin de compte, le poussin revient autour de 600-650 francs aux producteurs. Donc, il y a quand même un coût important que le gouvernement a couvert par rapport à cette opération de subvention des poussins. Si ma mémoire est bonne, ces poussins venaient de la France, non? De la France, de la Belgique, parfois aussi de la Hollande. Ça dépend de l'état d'évolution de la grippe aviaire. Si un pays est touché, la direction de l'élevage interdit qu'il n'y a plus de poussins qui doivent venir de ce pays. Je pense que les poussins qui nous sont arrivés ces derniers temps viennent de la Belgique. Bon ben, monsieur Barthélémy Sernou, voilà quelques détails des détails très importants que monsieur Constant Kernoucon vient d'élucider. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et vraiment, j'apprécie beaucoup le détail dans lequel monsieur Kernoucon nous fournit ces informations, détails qui nous permettent de mieux apprécier non seulement la situation du prix sur le marché, mais aussi la pertinence de la politique de développement du secteur agricole, notamment dans le sous-secteur avicole. J'ai l'impression, après avoir écouté ces informations données par M. Constant, que la politique de développement du secteur agricole dans son volet aviculture, tel que ça a été mis en œuvre, j'ai l'impression que ça ressemble à un travail fait à moitié. C'est ça. Mais pourquoi vous le dites, je le dis pour les raisons suivantes. C'est ça. Ouais. Les poussins constituent des facteurs de production aussi, matière première pour les aviculteurs. L'alimentation de la volaille constitue aussi des facteurs de production. Mais l'alimentation vient pour soutenir le développement des poussins. Et subventionner le prix des poussins, c'est une très bonne chose parce que ça permet aux producteurs d'avoir donc des poussins à moindre prix, à prix bas, pour pouvoir en assurer l'élevage. Oui. Mais si les poussins n'ont pas à manger, ça devient un problème. Et justement, la situation qui se présente telle que exposée par M. Constant laisse croire qu'on a les poussins, on fait l'effort de rendre disponibles les poussins, mais en retour, on n'a pas l'assurance que ces poussins trouveront à manger dans leur processus de croissance. Ce qui fait qu'au bout du rouleau, on risque, et M. Constant va le confirmer, on risque d'assister à une baisse énorme de la rentabilité au niveau donc de la production avicole. L'idéal aurait été de mener un combat sur les deux champs. L'approvisionnement en poussins, mais en même temps des mesures pour rendre disponible l'alimentation. Parce qu'il ne faudrait pas que les producteurs aient les poussins et qu'ils soient encore obligés d'aller acheter l'alimentation de la volaille de l'extérieur. On aurait remis en cause
tout l'effort qui semble être fait pour assurer le développement donc, du secteur agricole. Voilà, chers invités, M. Barthélemy Sernou, M. Constant Kenoukon, nous allons poursuivre ce débat. La poursuite va se décliner en cette sortie qu'a faite notre collègue Victoire Ongan. Elle est partie au marché de Pégamin et elle a rencontré un certain nombre d'acteurs là-bas. C'est à travers ce micro-trottoir que nous vous proposons de regarder. Nous mina tanu medio no ve uti tanu mi da yo mi no ho 17,000 to 3,000 no ho ka mo ho 15,000 ati yo ni ti egbejo mi no fi ho 25,000 24,000 fite mi ko ngbe po ni opo mo mi ara pade ton gloro ko ta kun wo to gan ni kenkle gbadio ni wadu nlebi ni wadu ayi kun nlebi e va ki ni kenkle nu de na blogu mo le na wado bo mi le na wa bo bi na ho no mi si bo mi te mi na sabona mo pere yo e ba we mi le mi ma tun wo to gbado ve ko do mo ni da yo mi no ho kun eze aze mi fran la yo agbe o to ngo kenwe bo file na du mo ho na go e yan egbe jan e do te o e do no verse sin to gani bo mi do ho si bo ye ni kekle bo mi to ho si mi do fi ta ton tenwe gbado ne mu mi na ho gbade ro to me fi bo mi ro ko ahun ye ni de alopo nu dua ni bonu le ni wa he to o me bo pon te pere ete wa dobo wa ati eni o wa chaki ko aton mo e na yo 25,000 ati de mi no ho chaki gbanu ku we de ni wa 25,000 abi 22,000 ne le e na yo ko nu ki ko to mra yo 6,000 lo mo ki e lo din ada yo ki do awe ji e ki betin mi a je pon ro pogbe taji tin egbe din pon we agbade va ki wutu mu mi lo ki pon we gbe ho din ya mi a je pon ni gbe ho ji fite mi ko ngbe pe lo le bi ko. Présentement, nous sommes dans la saison sèche. Maintenant, le sol est dur, donc les cultivateurs n'arrivent pas à bien produire le maïs. Donc c'est le peu qu'ils ont caché là, c'est ça qu'ils mettent sur le marché. Donc ça monte, le prix de maïs monte pendant la saison sèche. Quand la saison pluvieuse va commencer maintenant là, ça va drainer jusqu'à la fin de la saison pluvieuse et puis ça va baisser, le prix va baisser parce qu'il y aura assez de récoltes de maïs. On a des difficultés, on ne peut rien, on doit manger. Chaque jour, si tu ne manges pas, tu auras la faiblesse, non? Donc, on tient le coup quand même. On fait avec. Voilà, retour sur ce plateau, M. Barthélemy Sernou. J'ai vu que, tout comme votre vis-à-vis, vous avez pris des notes. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup, cher ami. Et je crois que les vendeuses, les bonnes dames, ont essayé de rendre compte de la situation telle qu'elles l'observent. C'est ça. Et vous avez suivi la première femme qui a parlé. Elle a dit, bien sûr, on nous a dit que c'est parce qu'il n'a pas plu beaucoup. Bon. On nous a dit, ça veut dire que ce n'est pas elle-même qui a fait l'appréciation, mais c'est ce qu'elle a entendu. C'est vrai, la mauvaise pluviométrie, c'est une raison, c'est une cause très importante de la baisse de la production de ces différentes cultures. Mais je crois qu'au-delà de cette question de pluviométrie, il y a vraiment les éléments qui touchent le commerce international tels que nous venons de les exposer. Ensuite, il y a une des dames qui a essayé de donner une tendance sur l'évolution du prix et du maïs sur le marché. C'est vrai, elle n'est pas allée très loin en arrière. Parce que je me suis amusé un peu ce matin à regarder sur les données statistiques mondiales, notamment la bourse des produits agricoles et principalement les céréales. Et j'ai dû constater que depuis 2013-2014, il y a eu une montée fulgurante donc, du prix des produits agricoles, notamment le soja, le maïs. Bon.
Ça, c'est en ce qui concerne donc l'observation de la tendance mondiale. Et ça confirme ce que nous sommes en train dont nous sommes en train de débattre ici. Et donc, je pense que les femmes qui ont apprécié la situation, elles l'ont appréciée au regard de leur capacité d'appréhension des informations qui puissent leur permettre vraiment de justifier ce qui se passe sur le marché. Sur le marché, voilà. D'accord. Merci pour votre analyse. Monsieur Kenoukou, votre réaction? Merci. Donc, quand j'ai suivi les femmes réagir face au phénomène, je me suis rendu compte tout simplement qu'elles n'ont fait que ce micro-trottoir n'a fait que confirmer ce que je viens de dire par rapport au prix. Vous avez vu, il y a une dame, elle a dit, le sac que nous prenions à 18 000, aujourd'hui on l'a à 25 28 000. Donc, si nous, même en prix de gros, on a le maïs à 200 francs aujourd'hui, vous comprenez avec moi que le consommateur lambda qui va sur un marché pour prendre le maïs, il va l'avoir à 250 francs, ça c'est le kilo. Donc, et quand on regarde le panier donc, de la ménagère, le niveau de revenu donc, des populations, c'est difficile. C'est pourquoi c'est très important pour notre pays, notamment le ministère de l'Agriculture, de faire une politique de régulation. Les sorties, c'est une chose, ça donne de plus-value parce que ceux-là qui viennent chercher ces matières, ils proposent des prix plus intéressants que les prix que les consommateurs locaux leur proposent. On ne va pas regarder ça. On doit regarder c'est quoi un peu notre niveau de revenu. C'est par rapport au pouvoir d'achat. Au pouvoir d'achat. Et réguler et laisser quand même la partie qui garantit la sécurité alimentaire des populations, mais également la quantité, la petite portion de quantité dont la filière avicole aura besoin. On va revenir sur les suggestions tout à l'heure. Voilà. J'ai une question pour vous, M. Barthélémy Sernou. Quand on préparait cette émission, on s'est rendu compte qu'il y a une commission ad hoc qui a été mise en place concernant le soja. Et actuellement, le gouvernement a fixé un prix plancher du soja à 175 francs le kilogramme. Alors, on se retrouve aujourd'hui que ce soja coûte un peu plus cher, 250-300. Pourquoi le prix plancher est défini par l'autorité étatique et pourtant on voit cette augmentation? Quelle compréhension on peut avoir de ça? Bien, et vous savez, le gouvernement a fixé un prix plancher de 175 francs. Il faut préciser que c'est pour lancer la campagne donc, de commercialisation du soja. 175 francs, en fait, c'est le prix auquel le produit doit être exporté. Ce n'est pas le prix auquel le consommateur va l'acheter sur le marché local. Vous avez vu les dames l'ont dit. Ce prix auquel l'État, le gouvernement a fixé donc, le soja dans le cadre de son exportation, c'est un prix qui attire, d'abord c'est un prix qui est fixé au regard de l'évolution de l'environnement économique et international. Il y a un certain nombre de facteurs, dont principalement le niveau de la demande sur le marché mondial qui amène à déterminer ce prix-là. Maintenant, ce prix, il est déterminé et ce prix va attirer donc la demande internationale. Mais la conséquence, c'est que ça va assécher la disponibilité du produit sur le marché local parce que le consommateur local, lui, ne fait pas face à ce prix-là. Le producteur national qui a besoin de ces intrants pour fabriquer l'alimentation de sa volaille, ce n'est pas à ce prix qu'il fait face. Mais lui fera face
lui et le consommateur final feront face à un prix qui va être déterminé après que l'offre et du moins la demande internationale ait été satisfaite, et c'est le résidu donc de la production qui va découler de ces exportations qui va maintenant permettre de satisfaire cette demande locale. C'est pour cela que vous allez constater que le prix auquel le consommateur local va acheter le produit, le prix auquel le producteur qui a besoin de soja et de maïs comme intrant va l'acheter, ce prix-là n'aura rien par rapport à ce prix mondial qui est fixé. Merci beaucoup. Et face à cette situation, chers téléspectateurs, on se pose la question de savoir quelles sont les mesures, quelles sont les suggestions, quelles sont les solutions qui peuvent permettre aux populations, à l'État de faire face à cette situation pour que la population s'en sorte vraiment satisfaite. Monsieur Kemkoum, est-ce que vous étiez dans les propositions tout à l'heure, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Merci. Mais avant d'aborder les propositions, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est quoi? Dans l'explication que M. Barthélémy a donnée tout à l'heure, et à savoir que le prix de 175 francs, que c'est le prix à l'exportation. C'est le prix plancher. Oui, c'est le terme technique qu'ils ont utilisé. Oui, je sais. Je comprends le sens du prix plancher, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Si on va exporter le soja à 175 francs, alors qu'à l'intérieur, ce même produit va coûter 300 francs et même 350 francs, ça n'a aucune logique. On ne peut pas produire pour aller vendre moins cher à l'étranger et faire galoper les prix à l'intérieur. Ça répond à quelle logique? Je n'ai vraiment pas compris que le soja qui va partir à l'étranger, que son coût moins cher que le coût auquel nous, on va l'acheter au plan local. Je pense que c'est une logique, mais point en bas. Et il fallait que nécessairement quelque chose soit fait pour corriger le tir, sinon c'est une catastrophe. Pour dire, par rapport aux propositions, je pense, au regard de l'importance que les deux matières, notamment le maïs et le soja, revêtent par rapport à la consommation humaine et par rapport au développement de la filière avicole, que l'État prenne les deux filières-là. Et j'ose bien comprendre que les deux filières font partie des filières prioritaires que le gouvernement accompagne. Mais jusque-là, si on continue de noter ces flambées que nous avons connues ces derniers mois, il va falloir alors que l'État redouble ses actions pour que ces deux filières puissent être totalement accompagnées et que beaucoup d'actions puissent être développées en faveur de ces producteurs pour les aider à multiplier par 2, par 4, par 10 leur capacité de production. Ça va donner au Bénin une capacité à l'export qui va faire entrer de devises. Mais ça va aussi permettre aux populations de s'alimenter aisément et puis d'avoir de la volaille et des œufs en quantité suffisante pour pouvoir couvrir leurs besoins. Ça, c'est ma toute première suggestion. Okay. Mais pour la gestion à l'immédiat, si tant est que, parce que là, il n'y a même pas la disponibilité du soja à l'heure où on parle. Si tant est que on ne va pas trouver du soja maintenant et tout de suite pour pouvoir répondre aux besoins de la filière, que l'État autorise que des acteurs puissent aller à l'importation, ne serait-ce que ponctuelle, pour répondre à la conjoncture qui est là. Sinon, ça va être une catastrophe. Oui, donc ça, c'est une doléance que je fais à l'endroit des autorités. Vous comprenez? On va exporter à 150 francs le kilo le soja. Et je suis sûr qu'à l'importation, quand on va importer le soja,
de façon ad hoc pour répondre aux besoins exprimés, ça ne va pas être à 150, à 175 francs. C'est faux. Finalement, qui perd de l'argent? C'est l'argent du pays qui va partir à l'étranger. Oui, mais j'allais poser la question à l'économie, ça c'est une petite parenthèse. Est-ce que ça ne va pas organiser une fuite de nos capitaux sa proposition? Mais là, on n'a pas le choix. Une fuite de capitaux en quel sens? Par rapport à la proposition que je fais, de façon ponctuelle, d'autoriser qu'on importe du soja. Oui, en fait, de façon conjoncturelle, il propose qu'on achète. Il a bien fait de dire que c'est une solution ponctuelle pour régler un problème conjoncturel. Ce n'est pas de façon structurelle. Parce que le dégât est là, tout le monde voit le dégât. Et le dégât n'est pas prêt à s'arrêter si on n'agit pas de façon vraiment rapide. Le dégât n'est pas prêt à s'arrêter. Donc, et il n'a pas fini, c'était juste pour comprendre le phénomène qui pourrait survenir de sa proposition. Est-ce que vous avez une autre idée à ajouter? Oui, sinon la dernière idée que j'ai ajoutée, quand on va intensifier la production de maïs et du soja, quand on va accompagner les acteurs à véritablement doper leur capacité de production, il faut que maintenant l'État régule en fonction des quantités que la filière avicole exprime, notamment, je l'ai dit ici, le maïs, ça tourne autour de 400 000 tonnes, et puis le soja autour de 15 000 tonnes. 15 000 tonnes. Que ces quantités, on régule de sorte à ce que ces quantités restent disponibles pour les acteurs. Et qu'on tienne compte également de la consommation des ménages. Parce qu'on le veuille ou non, j'ai dit, le maïs, c'est l'alimentation de base des Béninois. Le soja, aujourd'hui, avec toutes les transformations qu'on lui connaît, prend aussi de l'ampleur par rapport aux consommations des ménages. Donc, ces deux matières premières doivent bénéficier d'une attention particulière de la part du gouvernement. Vos propositions, s'il vous plaît, M. Barthélémy Sernon. Merci beaucoup. Et d'abord, les solutions à mettre en œuvre pour pouvoir régler le problème qui se pose vont rencontrer un certain nombre de difficultés, à mon avis. Parce que, M. Constant l'a dit tout à l'heure, il y a une très grande quantité de ces produits qui se retrouvent à l'extérieur par le circuit informel. Mais si on doit pouvoir mettre en place des mesures pour que le produit soit disponible, cela suppose qu'on puisse contrôler les sorties informelles, ce qui est difficile à l'heure où nous parlons. Bien. J'ai dit tout à l'heure, à l'entame de l'émission, j'ai donné l'exemple de la Russie. Tout à fait. Qui a osé mettre en place des taxes à l'exportation pour empêcher que ces produits-là ne sortent pas, et en tout cas que ces produits-là sortent difficilement du pays. C'est dans l'objectif de pouvoir assurer la solvabilité de la demande intérieure. Dans la mise en œuvre d'une politique agricole comme celle que nous avons en face de nous, le développement de la filière avicole, en même temps l'assurance d'une autosuffisance alimentaire. Dans cet objectif, je crois qu'il est important qu'on privilégie d'abord la solvabilité du marché, de la demande intérieure. C'est lorsque on a pu assurer cette demande intérieure qu'on peut penser aller sur le marché international. L'intégration de l'économie l'intégration de l'économie nationale et dans l'économie internationale doit pouvoir suivre ce processus. Parce que si tout de suite nous disons, bon, il nous faut assurer des entrées de devises en augmentant les exportations, nous passons à côté. L'essentiel, c'est d'abord assurer la demande locale. Si la demande locale, la demande nationale, elle est vraiment assurée, notamment en matière de demande de consommation finale des ménages, notamment en matière de demande de produits intermédiaires pour les producteurs,
Lorsqu'on a pu assurer entièrement cette composante intérieure, c'est le surplus maintenant qui doit être maintenant porté sur le marché extérieur. Et il est important alors que, comme l'a dit M. Constant, que l'État mette en place vraiment une politique qui vise les deux aspects. Aussi bien, on veut développer la filière avicole, mais il faut aussi assurer la disponibilité des intrants pour ces producteurs. En plus de cela, je crois que pendant les périodes où la production augmente en dehors de la saison des pluies, est-ce qu'il n'est pas possible de mettre en place une politique de stock tampon pour constituer des stocks qui vont être utilisés par les ménages, les producteurs au moment où si tant est qu'on incrimine la pluviométrie, donc en ce moment on pourra quand même utiliser ces stocks tampons pour pouvoir assurer la demande. Vous faites référence à la construction des magasins dans les départements? Absolument. D'accord. Absolument. Que dites-vous pour conclure cet entretien? Nous sommes déjà à la fin. Oui, pour conclure cet entretien, je dirais simplement que il est bon d'avoir des objectifs en matière de développement du secteur agricole, mais il faut aussi aller très lentement et observer de façon vraiment précise les différentes composantes pour ne pas mettre en place des mesures qui vont aller soit en contradiction l'une avec l'autre, comme ce qu'on est en train d'observer. Monsieur Constant Kanoukoum, votre mot de la fin? Merci. Bon, pour conclure, je dirais que le sujet est d'actualité et nous, en tant qu'acteurs de la filière avicole, on subit malheureusement les affres de ces chertés concernant ces deux matières premières. Et je voudrais exhorter le gouvernement à intensifier le contrôle au niveau de nos frontières, ne serait-ce que pour ralentir un tout petit peu la sortie frauduleuse, sinon les sorties frauduleuses de ces matières, et aussi d'avoir à l'esprit que la saison qui va venir, il y a obligatoirement une action importante qu'il faut faire en direction des producteurs de maïs et de soja, ne serait-ce que pour doper leur capacité de production, et mettre en place un système de régulation pour garantir, comme l'a dit M. Barthélémy, la consommation locale des ménages, mais également les besoins que la filière avicole exprime en matière de ces deux matières premières. Voilà, nous mettons ainsi un thème à cette émission que j'ai tout le plaisir d'animer. Et retenez que malgré une production importante de ces deux céréales, c'est-à-dire le maïs et le soja, ces deux productions, ces deux céréales sont encore difficiles à céder sur le marché, c'est-à-dire que leur coût est élevé sur le marché. Vous avez eu dans cette émission les suggestions des deux invités sur ce plateau. Je vais nommer M. Barthélémy Sernou, enseignant à l'UAC en économie. M. Constant Kanoukoum, il est le secrétaire général de l'interprofession des aviculteurs du Bénin. Merci de votre auguste attention. On se revoit sur cette chaîne de télévision pour d'autres numéros du Grand Débat. Bye.